Bonsoir à tous. Euh, Nous sommes très heureux, je suis très heureuse que vous soyez avec nous ce soir car nous avons la joie, l'honneur, l'avantage, le privilège de recevoir Pierre Conessa, que sans doute beaucoup de ceux qui vont nous écouter ce soir connaissent déjà pour sa réflexion, sa pensée et son œuvre livresque déjà. Pierre Conessa est un ancien haut fonctionnaire de la Défense. Il y a fait beaucoup de choses. Durant de nombreuses années, nous nous connaissons d'ailleurs depuis quelques décennies. Et il vient, son dernier ouvrage qui s'appelle Vendre la guerre et qui vient de paraître à l'Aube, qui traite du complexe militaro-intellectuel, est un opus qui mérite le détour et dont il va nous parler aujourd'hui, nous parler surtout des idées qu'il a voulu y développer. Donc, sans plus de préambule, je lui laisse la parole. Merci, merci Caroline. C'est sympathique en tout cas d'être invité à présenter un bouquin sur lequel on a planché, on a peiné, on a sué. Je suis parti d'une question qui évidemment est à la fois une question d'actualité, mais en même temps d'une expérience de 20 ans d'affaires stratégiques. J'ai été longtemps fonctionnaire au ministère de la Défense où j'ai fait tout sauf de l'administration. Ça veut dire qu'en gros, j'ai vu fonctionner le processus de décision publique avec ses différents contributeurs officiels, qui peuvent être les services de renseignement, la direction du renseignement militaire, la direction des affaires stratégiques, etc. Mais ensuite, j'ai travaillé dans une société d'intelligence économique pendant une dizaine d'années, donc j'ai vu aussi comment se faisait le renseignement à usage privé, c'est-à-dire quand on vous demande quand on vous pose une question précise et qu'il faut y répondre de manière précise avec une différence essentielle, c'est que c'est le commanditaire qui est propriétaire de la réponse. Donc, à essayer de comprendre comment fonctionne ce phénomène paroxystique qui est la guerre, c'est quelque chose auquel j'ai essayé de consacrer un certain nombre d'ouvrages. Alors, je dis tout de suite une chose à propos de la guerre qui me paraît importante, parce que ce qui m'a intéressé, on peut passer à la... il y a une chose très importante, c'est que la guerre dans les pays démocratiques, enfin, la guerre quand elle est déclenchée dans une dictature, c'est pas un problème, parce qu'il suffit que le dictateur se lève un matin en disant tiens, on va envahir le Koweït, et il est entouré d'une cour qui lui dit oui chef, quelle bonne idée chef, on va effectivement envahir le Koweït, on aurait dû y penser avant, etc. Bon. Dans une démocratie, c'est pas pareil. Dans une démocratie, il faut convaincre l'opinion, c'est-à-dire que la guerre doit être démocratique. Et pour qu'une guerre soit démocratique, soit on est dans un contexte stratégique figé, comme c'était le cas de la guerre froide, si vous voulez, soit on se met dans une situation qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a un processus de conviction de l'opinion publique, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce concept de complexe militaro-intellectuel, parce que pendant longtemps on est resté sur l'explication qu'avait donnée Eisenhower, vous vous souvenez. Il expliquait dans les années 53, en sortant de la guerre, que le complexe militaro-industriel était effectivement un danger pour la démocratie, parce que ça nécessitait, il consommait beaucoup de budget, parce qu'effectivement il pouvait pousser à la guerre, parce qu'il livrait des armes, etc. En fait, on s'aperçoit dans les conflits récents, c'est pas les livraisons d'armes qui déclenchent la guerre. J'ai travaillé à l'exportation d'armement, j'ai rarement vu un industriel qui disait tiens, on va déclencher une guerre. On n'est pas comme, si vous voulez, dans Tintin et l'oreille cassée, où il y a le trafiquant d'armes Bazarov qui va passer à droite à gauche pour aller vendre des armes. On n'est pas dans cette situation-là. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout le fait que, avec la disparition de l'URSS, est apparu un nouveau paysage de conviction stratégique. Alors, en un mot, la guerre, il faut bien oublier que c'est l'inversion du système de valeurs, puisqu'il faut tuer. Si vous ne tuez pas, c'est vous qui êtes tué par vos compatriotes. Donc, effectivement, il faut mieux être convaincu pour tuer. Et on voit justement cette difficulté avec l'armée russe aujourd'hui, composée en particulier d'appelés, qui sont moins convaincus que ne pourrait l'être une armée de métier ou que ne pourrait l'être Poutine. Alors, les grandes transformations géopolitiques post-92, c'est ça qui est le début de ma réflexion. Première chose, c'est... Attends, là, vous avez sauté un slide, là. Ah ben non, il a disparu, c'est pas grave. Donc les grandes transformations de 92, c'est d'abord l'écroulement de l'URSS, c'est-à-dire l'ennemi qui structurait tout le paysage pendant 50 ans disparaît. Vous vous souvenez de la phrase d'Arbatov, le conseiller de Gorbatchev, qui avait dit effectivement aux Américains, je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis. Et c'est vrai que la décennie qui commence à 92, dans une certaine mesure, moi je l'ai appelé la catastrophica, parce que tous les systèmes stratégiques se trouvent tous désorientés.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un système stratégique où il n'y a plus d'ennemis? Première solution, on débauche, mais ce n'est pas le cas parce que souvent c'est des fonctionnaires, ou alors on en invente. Et c'est ce qu'a fait le système américain, puisque rappelez-vous, vous avez eu deux grands ouvrages qui ont été salués par l'opinion publique internationale, qui étaient le Clash des civilisations, dans lequel on expliquait qu'il y avait deux cultures qui étaient par nature bellicistes, qui étaient le monde arabo-musulman et le monde chinois. C'est bizarre, c'est nous qui avons fait une trentaine d'interventions militaires dans la décennie qui a suivi. Et puis l'autre, c'était la fin de l'histoire, c'est-à-dire on vous expliquait que la démocratie libérale de marché était l'avenir du monde. Bon, on a tout de suite calé sur l'histoire de la Yougoslavie, on a tout de suite calé sur un certain nombre de choses, mais c'est pour vous dire la puissance de conviction que peut avoir un système de réflexion stratégique quand on se met totalement dans une espèce de dépendance intellectuelle. Alors, très vite, on s'est mandaté, on a pensé qu'on était mandaté pour être le gendarme de la planète. Et on a été d'autant plus convaincus qu'on était le gendarme de la planète que, pareil, à la même époque, il y a la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe, c'est une caractéristique, c'est une guerre qui est très intéressante parce que les Russes ne s'y opposent pas, donc c'est un mandat onusien. Arrive en même temps que les contingents étrangers, les 120 000 hommes composés d'un certain nombre de pays occidentaux, etc., arrivent en même temps les équipes de télé. C'est-à-dire c'est la première guerre qu'on va vivre en direct. C'est le triomphe de CNN, vous vous souvenez, après le modèle va beaucoup se démultiplier en d'autres expériences. Et puis, alors que tout le monde est là, si vous voulez, donc on sait que la guerre va commencer à telle date, etc., les armées jouent un très sale tour aux chaînes de télé, c'est que la guerre ne va durer que 120 heures. Or, tout le monde est là, ça a coûté la peau des fesses à toutes ces chaînes de télé qui sont venues, etc. Et donc, on se dit, tiens, la guerre est devenue un spectacle qu'on va vivre en direct, et puis ça ne s'est que multiplié depuis. Et puis, encore une fois, on a une supériorité militaire occidentale qui était tellement évidente par rapport à ce qu'était la quatrième armée du monde. On n'a jamais su qui était la troisième, hein, je vous le signale quand même. Mais enfin, la quatrième, c'était l'irakienne, ça c'était sûr. Et donc, cette armée-là se décompose, si vous voulez, et puis donc le Koweït est libéré. On s'arrête parce qu'effectivement, les États arabes eux-mêmes commençaient à trouver que c'était peut-être un peu envahissant. Donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, où il y a un espèce de moment d'euphorie militaire occidentale qui est effectivement, nous avons les moyens militaires et nous sommes la juste cause qui doit partout contribuer à établir la paix, la justice, etc. Alors, c'est là qu'apparaît ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel. Pourquoi je le dis? Parce que justement, on va voir se constituer différentes strates sociologiques qui, chacune, vont essayer de contribuer à dire la bonne crise, c'est celle-là, c'est là-bas que sont les victimes, nous, on connaît les bourreaux, on va vous les désigner, puis on ne peut pas ne pas. Enfin, l'argumentaire est construit de manière assez simple, c'est j'en reviens, c'est dramatique, on ne peut pas ne pas. Bon. Je ne parlerai pas que de BHL, mais BHL lui-même a identifié 4 génocides aujourd'hui à la surface de la planète, donc il y aurait de quoi mobiliser l'opinion publique internationale. Mais il est évident que si vous revenez dans ce contexte-là sur un plateau télé, vous ne pouvez pas annuler un petit massacre. Il faut que ce soit un gros massacre. Et si vous pouvez le qualifier de génocide, c'est encore mieux, parce que là, on entre dans un système juridique où on interpelle. Alors. Et puis, deuxième caractéristique, évidemment, on a l'accession au plateau télé est une manière de dire j'en viens, je prends à témoin l'opinion publique et j'interpelle le politique qui, lui, doit réagir. Et la différence, c'est que le politique ne réagit plus en fonction de la nature de la crise. Il réagit sachant que cette crise ne peut plus être instrumentalisée par un grand acteur. Donc, on peut choisir, on peut faire son marché dans les crises aujourd'hui. La médiatisation se fait par ces individus dont je vous parlerai, mais c'est surtout le fait que l'homme politique occidental se dit quelle est la prochaine échéance électorale? Est-ce que c'est les municipales dans 3 mois? Si je décide d'une intervention armée, est-ce que ça me fait gagner de l'intérêt? Le dernier qui a justement refusé cette problématique, c'était Chirac, vous vous souvenez, à propos de l'Irak. Mais partout après, tous les présidents français qui se sont succédés ont sucé la roue des Américains en disant vite, il faut rattraper parce qu'on va être victime d'un French bashing, c'est scandaleux, etc. Bon. Mais encore une fois, l'analyse qu'en faisait Chirac était juste, puisque finalement il disait cette guerre est idiote et stupide, et en fait on est allé flamberge au vent dans cette guerre idiote et stupide. Alors, la première caractéristique de ce complexe militaro-intellectuel, c'est évidemment les intellectuels. Alors, évidemment, on en a quelques, j'en donne 1 ou 2 exemples si vous voulez, mais ce ne sont pas les seuls, ce sont les plus connus. Intellectuels médiatiques, c'est-à-dire ce n'est pas leur production intellectuelle, scientifique ou philosophique qui l'emporte, c'est leur capacité à apparaître sur les plateaux télé.
Et ils vont faire l'agenda, c'est-à-dire ils vont vous dire, je reviens de tel endroit. Il y a 400 crises aujourd'hui à la surface de la planète, donc il y a de quoi faire son marché. Hein, donc, quand on a les moyens de BHL, on paye soi-même l'avion, on va sur place, on en revient en disant, choisir la crise, interpeller le politique, et évidemment conseiller la militarisation. Et donc l'autre aspect, si vous voulez, important, c'est ils conseillent l'utilisation de l'outil militaire, mais sans y aller eux-mêmes. C'est ce qui fait la différence par rapport à leurs grands ancêtres, c'est-à-dire on n'est face ni à Régis Debray ni à Malraux, si vous voulez. On a plutôt des gens qui vont aller sur place, aller écrire liberté, égalité, fraternité dans une rue de Kiev, en présentant ça comme si c'était un grand acte de résistance politique. Bon, cela dit, BHL n'est effectivement que la figure de proue, si vous voulez, du système, mais il y en a d'autres qui sont très très intéressants aussi pour convaincre de la justesse de leur analyse et de la nécessité de militariser. Alors, j'en ai pris un autre aussi que je trouve très, très bien, qui est Alexandre Adler. Pourquoi Alexandre Adler? Parce que c'est un homme qui utilise un argumentaire qui est très très bien construit, c'est-à-dire qu'il cite les services de renseignement. C'est bien parce que ça donne l'impression qu'il est informé. Et comme on sait qu'il n'y a jamais un porte-parole d'un service de renseignement dans la salle qui se lève en disant « Excusez-moi, je suis le porte-parole des services pakistanais, vous racontez n'importe quoi », on a l'impression que l'homme est expert et que donc ce qu'il raconte est vrai. Alors, il est tellement expert qu'il a fait il y a 3 semaines un article pour expliquer qu'il y avait un complot qui se préparait contre Poutine. J'espère que Poutine lit Alexandre Adler, parce que quand même, il faut qu'il le sache. Mais ça a été répété par d'autres, hein, donc c'est pas le seul, mais il est fort, si vous voulez, d'une présence médiatique. Moi, j'ai vécu avec Adler une scène qui m'a beaucoup marqué. Quand on a créé la délégation des affaires stratégiques, en 92, on le trouve dans les murs. Ça, on prenait la suite d'une autre structure, et on le trouve dans les murs. Ils avaient été recrutés avant nous, donc on fait une réunion de travail, dont je crois que l'objet était la Turquie. Enfin, je me souviens plus de tout ça, mais Adler, vous savez, c'est un conteur, c'est-à-dire qu'un homme, quand il prend la parole, parfois on est fasciné par le récit, les percées intellectuelles à droite, à gauche, etc. Et donc, il cite des instructions du KGB, datées du 12 novembre 1972, reprises en 14 mars 1995. Je me tourne vers le type de la DGSE, je lui dis, mais c'est intéressant ce qu'il raconte, vous les avez ces instructions? Le type me dit non, il invente. D'un seul coup, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de monde qui s'écroule, quoi. Et donc, il faut bien se rendre compte que, si vous voulez, quand on a cette dimension médiatique avec une clé d'ouverture dans un certain nombre de médias, évidemment, ça porte. Bon. Là, j'ai vécu encore récemment un épisode que je trouvais très drôle. Enfin, je ris jaune quand même, parce que j'étais sur un débat avec le général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Paloméros me raconte son entretien avec BHL quand il sortait de l'Élysée, qui venait le convaincre d'aller faire la guerre en Libye. Il se trouve que Paloméros avait fait la guerre contre les Libyens quand il y avait eu l'affaire de la bande d'Aouzou. Donc il voit le type, il me dit, mais ce type est fou. Bon, enfin bref, on va dans notre débat, on sort du débat, et qui est-ce qu'on voit invité en vedette américaine? BHL. Alors je me tourne vers la fille de la télé en disant, mais attendez, c'est inadmissible, pourquoi vous l'invitez seul? Vous avez là un contradicteur qui a quand même une expérience, gardez-le. Ah, je vais en parler à la direction de la chaîne. Donc vous voyez comment le processus fonctionne. Qu'est-ce que j'appelle un intellectuel médiatique? Ce n'est pas la qualité de sa production intellectuelle, c'est sa capacité, encore une fois, de présence médiatique. Alors, ensuite, deuxième strate, si vous voulez. Ah non, là, je reste là-dessus parce qu'il y en a quelques-unes. Passez à la photo suivante. Alors là, vous avez par exemple quelque chose qui est très drôle, si vous voulez, c'est cette photo qui était prise à Sarajevo. Vous vous souvenez, qui montrait BHL dissimulé derrière un mur pour éviter les snipers. Et quand la photo a été publiée dans sa totalité, il y a une bonne femme derrière en train de faire son marché. C'est-à-dire qu'on est là dans une imposture intellectuelle, mais qui évidemment est véhiculée aussi parce qu'on fait de l'audimat, on fait des choses comme ça. Et donc, je citais aussi son dernier fait d'armes, c'est-à-dire le fait d'avoir écrit Liberté, Égalité, Fraternité sur un mur de Kiev. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de francophones à Kiev, mais enfin, en tout cas, le terrain est marqué. Alors, deuxième strate, si vous voulez, importante, qu'on n'a pas vu arriver, ce sont évidemment les stratégistes néoconservateurs. Il est mal cadré. Ah si, ça va, c'est bon. Les stratégistes néoconservateurs américains, parce que dès la fin de l'URSS, se sont mis en marche, si vous voulez, des penseurs qui disaient c'est l'occasion ou jamais de redessiner le monde. Et ils ont publié, si vous voulez, sur certains de leurs sites, comment ils imaginaient de redécouper notamment la zone la plus sensible, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Bon. Je ne crois pas qu'ils aient jamais demandé à un type du Moyen-Orient ce qu'il fallait en penser, mais vous voyez, vous avez un Free Kurdistan, vous avez un Free Baloutchistan,
Vous avez effectivement un Pakistan qui est réduit de moitié. L'Iran est pas mal grignoté aussi, hein, je vous le signale, faites-le savoir là-bas à Téhéran. Et puis, vous avez l'Irak qui est divisé en 3 morceaux. Bon. Mais c'est du jus de crâne, c'est-à-dire c'était des penseurs néoconservateurs américains qui disaient puisque nous avons la puissance et que cette puissance militaire a démontré sa force, voilà vers quoi il faudrait aller. Bon. Je ne crois pas qu'il est transmis aux Saoudiens parce que vous voyez, ils pensaient effectivement beaucoup réduire la taille de l'Arabie Saoudite, mais enfin, tout le monde peut se tromper. Alors, ces néoconservateurs ont largement inspiré quelque chose qui est un des scandales de la fin du XXe siècle, c'est-à-dire la guerre d'Irak. Alors, ils ont été aidés, mais par une autre strate intellectuelle dont on reparlera, qui sont les néo-évangéliques américains, mais on va y revenir. Troisième caractéristique, celle-ci, c'est-à-dire que les humanitaires eux-mêmes, qui, rappelez-vous, ont toujours souhaité ne pas se voir mêler dans des affaires militaires, parce qu'ils disaient c'est la condition même, notre neutralité est la condition même de notre survie. Si on apparaît comme allié à des militaires, on va évidemment être considéré comme partie prenante à la guerre, et donc nos représentants sur place vont se trouver mal en point. Et là, j'ai mis la photo de Broman et Kouchner parce que sur le cas de la Somalie, ça va être une véritable fracture. Alors, j'en parle à Broman et il me dit, écoute, j'ai appelé mes équipes sur place, il y avait des antennes de Médecins sans frontières, et à propos de vous vous souvenez de cette époque où on disait qu'il y avait des chefs de bande qui volaient les convois humanitaires, qui pillaient les convois humanitaires. Bon. Donc il appelle ses équipes sur place et les types lui disent « Mais non, les types qui pillent les convois humanitaires ne sont pas des voleurs, parce qu'ils ne revendent pas. Ils alimentent leur clan, ça veut dire qu'ils estiment qu'ils sont mal servis. Bon. Et donc si on augmente le volume, à ce moment-là, on tue une partie de la violence en Somalie. Donc il essaye de convaincre Bruxelles, New York, tout ce que vous voulez, et pendant qu'il est là-bas, c'est Kouchner, devenu ministre, qui décide l'intervention militaire. Donc vous voyez cette fracture, c'est-à-dire cette espèce d'ivresse, d'hubris guerrière qui s'est emparée du monde occidental, même chez des gens qui jusque-là y étaient le plus opposés. Bon, vous savez comment se termine la chose, puisque finalement, parti sur un motif humanitaire, le jour où il y aura 20 soldats américains tués, les Américains disent maintenant les Africains, ils se démerdent, c'est plus notre problème, et ils refuseront d'aller au Rwanda, ils refuseront de contribuer à l'opération turquoise. Donc là, vous avez la photo de l'hélicoptère, c'est vrai que ça... Quand un hélicoptère tombe, en général, ça fait, et surtout un transport de troupes, ça fait beaucoup de morts. Alors, ensuite, phénomène nouveau, si vous voulez, c'est le rôle joué par les autorités religieuses. Alors, pourquoi j'ai mis les autorités religieuses? Parce que j'ai écrit un autre bouquin, que je vous conseille de vous procurer, ce qui est très bien, sur ce que j'ai appelé les radicalismes religieux, et que j'ai sous-titré « Désislamiser le débat ». Pourquoi je l'ai mis comme ça? Parce que ce qui me frappait, c'est le fait que dans toutes les grandes aires religieuses aujourd'hui, vous avez eu non seulement un retour du religieux, ça tout le monde l'a constaté, mais il y a surtout une poussée des radicalismes. Je me suis reproché d'ailleurs récemment à propos de l'Ukraine de ne pas avoir évoqué la question de l'orthodoxie. On en parle pour les néo-évangéliques américains, on en parle pour les hindouistes radicaux, pour les bouddhistes radicaux, etc. Mais en même temps, on se dit, mais regardez aujourd'hui, le patriarche Kirill, il en fait une guerre religieuse. Parce que l'église autonome autocéphale d'Ukraine est sortie de son orbite. Il est concurrencé par son pote qui est à Constantinople. Et donc, encore une fois, c'est une concurrence de nature strictement religieuse. Bon. Donc, ce qui m'a le plus frappé, si vous voulez, c'est que pendant longtemps, on a expliqué cette poussée radicale en se disant oui, mais ça, c'est le fait des monothéismes, vous savez, il n'y a qu'un seul principe, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le mien. D'ailleurs, il est gentil et tout, mais enfin, bon, si vous résistez, on va vous faire subir un mauvais sort. C'est vrai dans tous les monothéismes, y compris dans le judaïsme, et en même temps, moi, ce qui me frappait, c'est que quand on voit ce qui est le profil de Modi, qui est le patron du BJP, qui est le Premier ministre indien, quand on voit Viratu, qui est le leader bouddhiste de Birmanie, on se rend compte que c'est absolument effrayant le discours qui est tenu par ces gens-là. C'est-à-dire que les deux, d'ailleurs, ont ciblé complètement les communautés musulmanes. En Inde, la minorité musulmane, c'est quand même 120 millions de personnes, donc c'est quand même une grosse petite minorité. Et en Birmanie, où je suis allé, l'ambassadeur est un ami, et j'ai rencontré justement des gens qui travaillent sur cette question, c'est-à-dire le discours tenu par les moines bouddhistes, c'est ni Mathieu Ricard ni le Dalai Lama. C'est vraiment un discours d'un racisme total. Et là, j'ai mis la photo de Viratu, sur lequel on a fait un film extrêmement intéressant qui s'appelle Le Vénérable W. C'est machin qui avait fait ça. Enfin bref, si vous avez l'occasion, regardez-le, parce qu'on est absolument atterré de s'apercevoir que le bouddhisme n'est pas
cette espèce de religion de paix et d'amour qu'on imagine. En tout cas, dans ces franges-là, il est véritablement destiné à persécuter, à massacrer, etc. En Inde, ce qui est très intéressant, c'est que de temps en temps, il y a des lynchages de bouchers, musulmans ou chrétiens d'ailleurs, parce que les bouchers sont essentiellement des minoritaires, parce que la vache est sacrée. Bon, or, quand vous avez une boucherie et que vous avez du bœuf, automatiquement, vous pouvez très bien tomber sur un radical hindouiste qui dit mais c'est inadmissible, comment est-ce qu'on tolère ça dans ce pays qui est celui de l'hindouisme, etc. Et donc il y a lynchage de bouchers assez régulièrement, le tout étant soigneusement couvert par les autorités policières. Donc ce radicalisme religieux, il est devenu aujourd'hui un véritable facteur de guerre. Et alors, j'avais mis justement les néo-évangéliques dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure. Les néo-évangéliques sont une espèce de mouvance du protestantisme américain. Donc rappelez-vous de l'histoire longue des États-Unis, c'est-à-dire les pères fondateurs arrivent aux États-Unis et ils considèrent qu'ils ont été chassés effectivement d'Europe par les chrétiens, par les autres protestants, etc. Et ils arrivent dans la terre promise, c'est-à-dire que géopolitiquement, ils définissent ce qu'ils appellent la destinée manifeste, c'est-à-dire nous avons été mandatés pour faire de ce pays le pays du triomphe de notre pratique religieuse, avec l'idée que la destinée manifeste, ben, ça va commencer par massacrer les Indiens, parce qu'effectivement, les pauvres, ils étaient là. Et c'est cette mouvance-là qui va se cristalliser autour d'un épisode qui s'appelle l'épisode d'Arusha, où tout à coup vous allez avoir une espèce de cristallisation, de durcissement de ce pratique du protestantisme, parce que les vagues continuent à arriver, si vous voulez. Or, commencent à arriver des catholiques irlandais, des catholiques italiens, des catholiques espagnols. Or, ces catholiques sont aussi responsables du départ des pères fondateurs, puisque ça correspondait aux guerres de religion en Europe. Bon. Et donc, ces néo-évangéliques, ils ont une particularité formidable, c'est qu'évidemment, ils sont à la racine du pouvoir dominant. Bon. Et quand George Bush va, en particulier, décider la guerre d'Irak, il va se trouver non seulement soutenu par les néo-conservateurs américains, donc qui disent qu'il faut modifier tout le Moyen-Orient, mais ce qui est intéressant, c'est que l'argumentaire de défense des néo-évangéliques, c'est de dire, oui, il faut aller là-bas parce que là, comme l'a décidé l'Ancien Testament, le Messie ne reviendra qu'une fois que sera constitué le Grand Israël, et donc il faut aider à la constitution du Grand Israël, et donc il faut démolir ce qui empêche la constitution du Grand Israël. Bon. Alors, le paradoxe, c'est qu'effectivement, Netanyahou, qui était quand même pas lui un type d'une grande tolérance, et en tout cas pas d'une pratique du judaïsme qui soit la plus éclairée, avait besoin de ces types puisqu'ils étaient leur principal allié à Washington. Bon. Simplement, ils avaient un point théologique de divergence important, c'est qu'évidemment, pour les Juifs, le Messie n'est jamais venu, tandis que pour les évangéliques, il est déjà venu. Donc un jour, ils se trouvaient en difficulté parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur soutien, et ils discutaient de ça, puis alors finalement, il s'est sorti de la difficulté en posant une question qui est assez astucieuse. Il a dit, écoutez, le jour où le Messie reviendra, on lui posera une seule question, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens? Comme ça, il a arrêté la conversation. Alors, le radicalisme qui est aujourd'hui que j'ai mis là, par exemple, c'est effectivement le radicalisme juif. N'oubliez pas quand même que on continue la persécution des Palestiniens, même dans l'État considéré comme accordé à l'État palestinien. Néo-évangélique, j'en ai parlé, radicalisme hindouiste, et puis radicalisme bouddhiste, puisque, encore une fois... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes qui peuvent être de temps en temps bourreaux, de temps en temps victimes. Mais ça n'empêche que ça n'arrête pas la mécanique, c'est-à-dire que quand on est en position de force, ben on massacre, et quand on est en position de faiblesse, on fait de la victimologie. Alors, ce qui est intéressant dans ces cartes, c'est que, je ne les ai pas mis toutes, mais chacun de ces radicalismes a une espèce de géopolitique dans la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je vous le cite par exemple pour les néo-évangéliques, il faut un grand Israël. Les hindouistes, quand vous regardez la carte qui est sur le site du parti politique du BJP, vous voyez que l'hindouisme, ça couvre l'Afghanistan, évidemment le Pakistan, évidemment, et là il vous manque une partie de l'image, ça couvre aussi le Bangladesh, et évidemment une partie de la Birmanie. Ça veut dire qu'ils considèrent que c'est là l'origine historique de l'hindouisme, que c'est son ère normale de développement, et donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils amèneront jusqu'à la guerre, mais ça veut dire que leur imaginaire, si vous voulez, est quand même celle d'un découpage qui évidemment est tout à fait différent. Si vous regardez la même chose, par exemple dans les déclarations de Ben Laden, quand il fait sa grande déclaration sur la guerre aux croisés, etc., si vous regardez le descriptif géographique qu'il fait, il inclut par exemple l'Andalousie
de l'époque de la conquête musulmane. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'espace normal de l'islam va depuis l'Andalousie jusqu'évidemment à l'Inde. Donc cette géopolitique-là, c'est une géopolitique qui est dans la tête de tous ces radicalismes qui sont effectivement aujourd'hui un facteur de guerre non négligeable. Alors, autre caractéristique qui est assez nouvelle aussi, ce sont les diasporas et les lobbies communautaristes. Les diasporas, parce que finalement, on le voit bien, si vous voulez, par exemple avec l'AIPAC aux États-Unis, c'est-à-dire c'est une force politique organisée pour faire valoir des arguments de défense de la naissance de l'État d'Israël, et puis évidemment, mais avec probablement des positions plus libérales d'ailleurs que ce qui ne se passe sur le terrain. Mais ça n'est pas le seul, c'est-à-dire que vous avez effectivement, et ma foi on le connaît avec les communautés musulmanes en France, si vous voulez, où vous avez effectivement une prise de position. Je cite par exemple le collectif contre l'islamophobie en France, organisation qui construit un discours de la victimologie. Pourquoi je dis qu'il construit un discours de la victimologie? Puisque évidemment il dit il y a islamophobie. Bon. J'étais en train de faire en 2014, juste avant les attentats, un rapport sur quelle politique de contre-radicalisation. Donc j'appelle le CCIF. Je leur dis je voudrais vous rencontrer parce que je travaille sur la radicalisation et ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue. Je tombe sur la porte-parole, qui est une convertie, qui me dit ah non, nous, on n'est pas concernés par le radicalisme, nous, seuls nous intéressent les actes islamophobes. Je dis ça, c'est marrant, votre position, parce que vous me faites, j'ai l'impression de parler avec le CRIF. Alors la seule idée qu'on les compare au CRIF, si vous voulez, c'était une espèce d'injure publique. Et je lui dis, mais le jour où vous avez un juif intégriste, un musulman radical qui se tape sur la gueule, comment fait-on? Est-ce qu'on se considère que c'est de l'antisémitisme ou c'est de l'islamophobie? Est-ce que c'est le premier des deux qui déclare qui a gagné? Et je ne sais pas pourquoi elle a raccroché. Donc, si vous voulez, on est face à des choses qui sont des lobbies communautaristes, qui évidemment construisent un discours de la victimologie qui va leur donner une légitimité politique pour parler d'une crise à laquelle ils ne participent pas, hein, bien évidemment. Et donc, le cas de l'islamophobie est peut-être le cas le plus caractéristique, le plus caricatural. Il n'y a jamais eu un imam qui a été égorgé dans une mosquée en France. Jamais. Mais c'est pas grave. Si vous parlez avec des gens qui sont dans la position de cette femme qui vous dit mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, l'islamophobie, etc. Dites mais attendez, aujourd'hui dans cette société française, vous avez des gens qui sont français musulmans qui sont banquiers, écrivains, hommes d'affaires, etc., etc. Expliquez-moi où est l'islamophobie. Non, c'est une posture. Il suffit de construire le discours de la victimologie. Et c'est quand même beaucoup plus facile de se considérer comme victime. On est tous victimes de quelque chose. Donc ces lobbies communautaristes, que ce soit encore une fois le lobby juif, le lobby arménien aussi. Le lobby arménien est très intéressant parce que, évidemment, construit à partir du génocide de 1915, ça va provoquer une migration très importante dont la France va être une des principales pays d'accueil. Il y en a aussi beaucoup au Liban. Et donc, si vous voulez, ensuite, une grande partie de cette communauté va se structurer autour de l'idée du souvenir et évidemment de la vengeance. Bon. Or, quand on a constaté que finalement, avec l'éclatement du RSS, se constituait une Arménie indépendante, comme vous savez, Staline, qui était un individu particulièrement prudent, avait toujours fait des découpages dans lesquels il laissait des populations majoritaires, mais jamais exclusivement. C'est-à-dire qu'il laissait toujours des petites parcelles des communautés extérieures, histoire de pouvoir un jour ou l'autre mettre de l'ordre là-dedans et intervenir. Donc quand le découpage se fait après la disparition de l'URSS, donc vous avez une Arménie indépendante et vous avez un Azerbaïdjan indépendant dans lequel vous avez le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, on retrouve un argumentaire qu'on avait entendu en Serbie, c'est cette zone est la zone d'origine de notre nation, de notre identité, donc elle doit être à nous. Rappelez-vous, c'était ce que disaient les Serbes à propos du Kosovo. Depuis qu'on a battu la bataille des Merles, il n'y a plus de Serbes, mais c'est pas grave, c'est la terre d'origine de la Serbie. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on a résolu les deux crises, puisque sur le Kosovo, donc on a fait cette intervention armée qui a consisté à bombarder Belgrade pendant 90 jours quand même, donc c'est la durée de la guerre qu'on a aujourd'hui en Ukraine, et finalement qui va obliger les Serbes à reconnaître l'indépendance du Kosovo. Bon. Là, on est dans le cas du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, ce qui est intéressant, c'est que quand les Arméniens vont déclencher la guerre en 92-93, ils vont sortir l'argument du génocide. Or, le problème, c'est que l'Azerbaïdjan était russe à l'époque, donc ils n'ont pas participé au génocide. Mais vous voyez comment l'argumentaire
de la Shoah est utilisé contre les Palestiniens, l'argumentaire du génocide est utilisé contre les Azerbaïdjanais. Donc le poids de ces lobbies, si vous voulez, dans la constitution de l'opinion est une chose extrêmement importante, si vous voulez, aujourd'hui, parce que ça participe, si vous voulez, à une définition de l'analyse géopolitique qui peut être extrêmement perverse, si vous voulez, encore une fois. Donc c'est eux qui contribuent d'ailleurs pour l'essentiel au discours de la victimologie, c'est-à-dire qu'ils construisent effectivement un discours victimaire dans lequel éventuellement vous pouvez avoir des historiens qui vous disent excusez-moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais on vous a pas demandé votre avis. Et puis évidemment, un des processus des communautarismes, c'est justement de diaboliser l'autre, c'est-à-dire celui qui n'a pas de diaspora n'est pas en mesure de réagir. Donc alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, alors là, j'ai mis, elle a disparu. Il y a la petite Mila, qui est cachée sur l'écran, mais enfin, vous connaissez tous l'histoire. Cette jeune fille qui s'est permis de rembarrer un type qui était un dragueur un peu lourd, qui n'a pas été d'une gentillesse absolue sur l'islam, mais qui s'est trouvé d'un seul coup victime d'1 million de mails, comment dire, de mails injurieux, menaçants, etc., menaçant de la violer, etc. Bon. On est dans cette situation où cette jeune fille était obligée de disparaître, c'est-à-dire qu'elle a été obligée de vivre ailleurs, elle a été obligée de changer complètement de vie, etc., etc. Et donc, on se dit, c'est quand même absolument prodigieux. Alors, c'est vrai que l'anonymat des réseaux sociaux fait que ça, tout à coup, ça déchaîne le courage des lâches qui vont faire des menaces de mort, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de mobiliser contre 1 million de mails injurieux. Bon. Mais enfin, cette fille est d'un courage absolument fascinant parce qu'elle n'a jamais fléchi, elle ne s'est jamais revenue en arrière. Et donc, on est dans cette situation étonnante où il y a une jeune fille qui va probablement avoir une vie complètement foutue par ça. Alors, je vous ai mis un petit énoncé du collectif contre l'islamophobie en France parce que je les adore, comme vous l'imaginez. Ils viennent d'être dissous donc, par le président de la République. Parce que le CCIF n'a jamais fait un communiqué à la suite de l'assassinat du père Hamel dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray. Au contraire, j'ai même regardé leur communiqué. Leur communiqué, c'était « Nous sommes contre toutes les violences, mais attention au risque d'attentat islamophobe ». Au moins, on était clair là-dessus. Deuxième chose, ils n'ont jamais fait de communiqué sur les attentats des Champs-Élysées. Ils n'ont jamais fait de communiqué sur l'attentat de Trèbes, il y a quand même eu 4 morts et 15 blessés, ni sur l'attentat du marché de Noël à Strasbourg, ni sur la préfecture de police de Paris. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de négationnisme absolu, qui effectivement était tellement injurieux que finalement, vous savez que le président de la République a dissous, si vous voulez, ce collectif. Et par contre, à chaque attentat, le communiqué est de même nature, c'est-à-dire, attention, chaque attentat est porteur d'un risque islamophobe. Bon. Alors, ensuite, bon, parmi les mécanismes classiques de construction de l'ennemi, vous avez évidemment le cinéma, mais ça, c'est assez classique. Alors, il y en a un certain nombre que j'adore, parce qu'évidemment, c'est Hollywood qui est la grande machine à fabriquer de l'ennemi. J'ai mis en parallèle 2 épisodes, un qui est American Sniper, vous savez ce film qui a été fait sur Chris Kyle, qui était le sniper, qui a été victime d'une injustice parce que je crois qu'il a tué 525 personnes, mais on ne lui en a reconnu que 350. Enfin bon, c'est pas grave, il a quand même eu la médaille du Congrès, mais surtout on en a fait un film. Alors le film est d'autant plus intéressant qu'il y a plusieurs non-dits, si vous voulez. D'abord, ce type qui venait juste de se marier, il retourne 3 fois en Irak, donc il devait s'emmerder en famille, probablement. Ensuite, un sniper, c'est un type qui tue quelqu'un à 1,5 km de distance. C'est-à-dire qu'il se met à l'étoile et il tue quelqu'un qui est sur la place de la Concorde. Bon, c'est pas vraiment un type qui a enfoncé une baïonnette dans le ventre d'un ennemi quand même. Il n'a pas été victime du syndrome post-traumatique. Mais la partie qui est non dite dans le film est absolument étonnante parce que quand il va revenir aux États-Unis, donc il va aider des anciens combattants qui eux sont victimes du syndrome post-traumatique à se réinsérer, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur apprend à tirer. Et il y en a un d'entre eux qui probablement devait avoir marre de l'entendre raconter ses exploits, alors que lui était justement un type qui avait été au combat, il a fini par le buter. C'est-à-dire que Chris Kyle est mort, tué par un ancien combattant américain qui devait en avoir marre de l'entendre raconter ses exploits. Or, le film passe complètement là-dessus, c'est-à-dire que la dernière scène du film, c'est le défilé du corps de Chris Kyle qui passe avec des Américains tout autour, avec des drapeaux américains pour saluer le héros. Bon.
Alors, je vous ai mis à gauche quelque chose, évidemment, qui est à la pointure des Syriens, c'est-à-dire, c'est une bande dessinée, des Irakiens, pardon, c'est une bande dessinée qu'ils ont faite, parce que c'est les moyens dont ils disposent, sur un sniper irakien, qui s'appelait Juba. Et donc, ils ont essayé, autant qu'ils pouvaient, de répliquer à cette propagande. Bon, je vous ai mis à côté également deux choses. Un, c'est Rambo, parce que j'adore, si vous voulez, la fabrication du super-héros dans le cinéma américain. Ça, c'est Rambo 2. Rambo 1, rappelez-vous, c'est l'ancien combattant qui rentre aux États-Unis et qui est maltraité par la population, qui ne veut pas le reconnaître, et finalement, vous savez, ils n'arrêtent pas de l'embêter, etc. Mais enfin, bon, finalement, ils rasent le village. Après tout, ils n'avaient qu'à pas l'énerver. Rambo 2, on change complètement. C'est plus l'ancien combattant qui souffre, si vous voulez, d'être ancien combattant. C'est le type qui va retourner au Vietnam pour libérer des pilotes américains qui n'auraient jamais été libérés. Et dans ce film, il tue 75 personnes. Je les ai comptées. Parce que quand même, quand on est un super-héros, je veux dire, il faut une balance. Donc, évidemment, il va tuer avec toutes les armes possibles. Vous connaissez la fascination des Américains pour les armes. Donc, il va utiliser, là, ici, vous avez un lance-grenade pour anti-tank. Il va utiliser la mitrailleuse lourde, l'hélicoptère, enfin bref. Donc, évidemment, le tout pour finalement repartir. Alors, vous avez remarqué que Rambo est toujours torse nu. Je ne sais pas pourquoi on dépense de l'argent pour des uniformes, mais enfin... Donc, vous voyez comment on construit un héros qui, à la limite, dépasse la simple rationalité. C'est plus un film de guerre, c'est un film de propagande. Et bien en bas, vous avez les moyens de cinéma de Daesh, c'est-à-dire on vous fait en direct, ou en tout cas vous pouvez voir un égorgement, une décapitation d'un prisonnier qui vous remarquerez à la tenue des prisonniers de Guantanamo. Le référentiel, évidemment, renvoie à ce qui se passe toujours, parce que rappelez-vous qu'il y a toujours une vingtaine de types à Guantanamo, qui depuis 20 ans sont là-bas, parce qu'aucun État ne veut les récupérer. Et comme on ne veut pas les mettre sur le territoire américain pour ne pas avoir à les juger, donc on est dans cette situation étonnante, si vous voulez, où il y a beaucoup de non-dits, si vous voulez, dans ce genre de posture. Alors, bon, évidemment, parmi les organes, si vous voulez, du complexe militaro-intellectuel, c'est évidemment la presse. Moi, je pense évidemment au groupe Fox News. Le groupe Fox News, j'adore parce que c'est ceux qui ont fait cette couverture extraordinaire du Sun quand Chirac a refusé d'aller en Irak. Ils ont marqué « Chirac is a worm », Chirac est un ver de terre. Vous voyez que c'est une haute analyse géopolitique quand même sur la personnalité de Chirac. Et à gauche, je vous ai mis une carte qui était sur Fox News télé, où vous remarquerez qu'ils se sont gourés, ils ont mis l'Égypte à la place de l'Irak. Bon, tout le monde peut se tromper. Mais c'est vrai que le niveau baisse, il faut reconnaître. Et donc, vous avez cette presse, mais c'est une presse qui continue. Je veux dire, c'est un groupe énorme, le groupe Fox News. Donc, vous pouvez, alors sur les Iraniens, je n'ai jamais regardé, mais ça doit être à mourir de tristesse. Alors, les derniers arrivés, qui sont les plus intéressants, sont les psys. Parce que dans cette euphorie de la décennie 90, si vous voulez, tout marchait très bien jusqu'au moment où on commence le 11 septembre. Mais le 11 septembre, c'est un choc évidemment stratégique, mais c'est aussi un choc psychologique gigantesque. Les États-Unis n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. Tout à coup, vous avez deux avions qui vous détruisent des buildings qui sont un symbole de la puissance économique des États-Unis. Et donc, vous avez deux situations. Ou bien vous vous dites, mais pourquoi ? Ou alors vous basculez dans la situation, vous dites, non, mais ce type est fou. C'est là que les psys vont vous fournir des explications qui vous dédouanent, en vous disant non, mais vous ne pouvez pas raisonner avec un type comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, les psys deviennent des espèces de référents, qu'on voit d'ailleurs beaucoup avec Poutine aujourd'hui, parce que vous avez aujourd'hui, chaque jour, vous avez un compte-rendu de Poutine est fou, Poutine est malade, Poutine a la maladie de Parkinson, Poutine a ça, Poutine a ça, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jour un psy qui a dit « Mais attendez, vous savez très bien que Freud a toujours interdit qu'on diagnostique un malade qu'on n'a jamais rencontré. » Or, ça ne les empêchait pas de dire « Non, mais on sent bien que s'il est comme ci, s'il est comme ça, c'est parce que ci, c'est parce que ça. » Donc, évidemment, l'avantage de la psychanalyse, c'est de vous dire « Mais si Poutine, on est d'accord qu'il est fou comme Ben Laden, on n'a pas besoin de s'interroger sur des raisons historiques ou des postures de négociation, si vous voulez, dans lesquelles on a laissé passer des occasions, si vous voulez, d'avoir avec lui un dialogue décrispé. Alors oui, là par exemple, ici je l'ai mis, mais ça passe pas très bien, mais en gros, il y a quand même quelqu'un qui a voulu l'assassiner.
Et alors, dans la théorie du complot, qui est extrêmement importante, on vous explique que l'avion de la Malaysian Airlines qui a été abattu, vous vous souvenez, en fait, c'est parce qu'ils se sont gourés, ils pensaient que c'était l'avion de Poutine. Bah, au moins, il y a des explications. Donc, après ça, évidemment, j'en termine là-dessus, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Qu'est-ce qui explique cette puissance de ce complexe militaro-intellectuel? La première chose, c'est évidemment les chaînes d'infos en continu. C'est-à-dire que la guerre du Golfe, c'était CNN exclusivement, mais enfin, tout le monde comprend la chose, et au fur et à mesure se constituent des chaînes d'infos en continu. Ces chaînes d'infos en continu, il y en a aujourd'hui 5 ou 6 en France, si vous voulez, qui vont donc, indépendamment de ce qu'on peut trouver sur Internet, mais qui ont ramené le temps de la guerre au temps médiatique. C'est-à-dire, des fois, je reçois un coup de fil, il y a un coup de feu qui a été tiré à Bobigny, qu'est-ce que vous pouvez vous en dire? Attendez, rien. On ne sait pas si un type qui a tiré sur sa femme, ou si en nettoyant son pistolet, il s'est tiré dans le pied. Et donc, mais il faut griller ses concurrents. Et griller ses concurrents, ça va être la possibilité de montrer qu'on en sait plus. Alors, par exemple, un phénomène auquel vous avez dû être sensible, depuis le début de la guerre en Ukraine, donc en 90 jours, je crois qu'il est passé à peu près 100 ou 150 experts, entre guillemets, spécialistes de l'Ukraine, de la Russie, etc. Donc je ne savais pas qu'on avait autant d'experts sur l'Ukraine en France. Mais en tout cas, vous voyez bien, le besoin médiatique dicte l'analyse de la crise. Et donc la question est toujours la même, c'est qu'est-ce que va faire Poutine? Alors quand on dit, je suis désolé, je n'ai jamais rencontré. Si vous n'êtes incapable de répondre à cette question de l'anticipation et de la prospective, vous n'êtes pas intéressant. Donc la mécanique médiatique, là en bas, je vous ai mis en bas à droite une photo extraordinaire où c'est Hanouna qui intervient, qui perturbe un débat de Pascal Praud. Donc vous avez des chocs de titans, si vous voulez, entre deux individus qui ont justement ce rôle essentiel d'animer. Alors Pascal Hanouna, il avait même invité le logeur des attentats de novembre 2015. Et finalement, sous la pression des victimes, il a été obligé d'y renoncer. Mais vous voyez comment faire du buzz médiatique, à la limite, en montrant qu'on va vous dire la vérité, quoi. Alors, la clé, si vous voulez vendre une crise, alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des images. Une crise sans images est une crise qui n'existe pas. C'est pas la peine. Il vous faut un leader charismatique. C'est-à-dire qu'il vous faut quelqu'un qui soit facilement identifiable en termes de médias. Donc là, je vous ai mis le Dalai Lama, puisque le Dalai Lama, vous le savez, c'est donc le chef de la communauté bouddhiste tibétaine. Et effectivement, l'individu est gentil, souriant, il parle beaucoup de langues, etc. Le fait qu'il ait été le leader d'une communauté dans laquelle il y avait du servage, les gens faisaient le pèlerinage à genoux, les moines vivaient comme des parasites sur l'ensemble de la société tibétaine, mais c'est pas grave, c'était les gentils. Bon. Je vous ai mis aussi en haut BHL avec Massoud. Alors Massoud, c'est intéressant parce que Massoud donc était un homme de la minorité tadjik. Les Tadjiks sont minoritaires en Afghanistan, mais BHL avait identifié un mec qui avait une belle gueule, qu'il avait son chapeau tadjik, ancien élève du lycée de Kaboul, donc il cochait toutes les cases. Bon, le fait qu'une fois l'individu, après le départ des Russes, ait bombardé Kaboul à l'arme lourde, etc., peut-être parce qu'il était chagrin, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, l'individu n'est pas, si vous voulez, ce grand leader démocratique qu'on a voulu présenter avec BHL. Mais ça ne fait rien, il le ramène à Paris et il va le faire mandater comme l'homme de l'opposition aux talibans. Donc, vous avez un certain nombre de mécanismes comme ça. Si vous avez un chef charismatique, ça marche. Arafat n'était pas très charismatique quand même, donc il faut trouver quelqu'un d'autre pour les Palestiniens. Il faut un uniforme reconnaissable sur le plan médiatique, donc vous vous souvenez le rôle qu'a joué le kéfier par exemple dans la cause palestinienne, mais si vous avez effectivement un chapeau tadjik, ça peut marcher sur l'Afghanistan. Pour l'Ukraine, je n'ai pas encore bien vu, mais vous avez des badges jaunes et bleus qui se vendent un peu partout. Donc vous avez quelque chose qui doit identifier la prise de position. Après, vous avez évidemment la définition du bon et des méchants, et ça c'est quand même très important parce que évidemment, c'est le médiateur qui va définir le gentil et le méchant. Je vous prends un exemple qui va fâcher tout le monde. Le cas des Ouïghours. Aujourd'hui, vous avez donc tout un certain nombre de journaux qui ont pris la fête et cause pour les Ouïghours. Bon. Le problème des Ouïghours, c'est qu'en particulier, pour marquer leur désapprobation vis-à-vis du régime chinois, ils ont fait des attentats, y compris des attentats sur la place Tiananmen.
Alors ça veut dire qu'il y a des bons terroristes et des mauvais terroristes. Donc dans la guerre globale contre le terrorisme, il va falloir distinguer, si vous voulez. Et donc comme c'est la Chine, c'est pas grave, parce qu'on sait que c'est un régime dictatorial, mais enfin il reste que on est obligé de jongler continuellement en disant non, non, mais les Ouïghours, c'est pas pareil. Bon. Il faut effectivement, et puis il faut un tempo médiatique, c'est-à-dire qu'encore une fois, il ne faut pas annoncer ça pendant les Jeux Olympiques, pendant les Coupes du Monde de football, etc. Parce que là, ou pendant les élections aussi, parce que vous avez remarqué que pendant les élections, ou pendant le Covid. Donc il y a des moments médiatiques, si vous voulez, il ne faut pas lâcher n'importe quoi, parce que encore une fois, les médias ont leur propre manière de fonctionner. Et donc c'est pour ça que j'ai insisté sur la dimension de ce complexe militaro-intellectuel, parce qu'encore une fois, c'est ça qui fait l'opinion aujourd'hui. On l'a vu avec, par exemple, Hollande. Hollande a décidé de prendre la roue des Américains, mais ancien président du Conseil général de la Corrèze, ce n'était pas un homme qui était destiné à devenir un spécialiste des questions internationales. Donc son raisonnement était essentiellement raisonnement interne français, en se disant, bon, si on me le dit... Alors, ce qui pose un problème pour des gens qui sont à l'intérieur des services, c'est qu'ils peuvent dire le contraire de ce que dit le complexe militaro-intellectuel, mais ça ne fait rien. Encore une fois, on se positionne par rapport à la dimension électoraliste, si vous voulez, de ces prises de position. Donc voilà, bah, écoutez, je ne voudrais quand même pas vous casser le moral. Donc dans l'ensemble, c'est bien. Voilà. Et Greta Thunberg Ben, Greta Thunberg, si tu veux, c'est intéressant parce que c'est une jeune fille donc, qui a réussi à faire sa percée, si tu veux, dans ce monde. Parce qu'elle a évidemment tout le contre-type de beaucoup de ses spécialistes. C'est une jeune fille, candide, enfin qui est capable, si tu veux, de vendre un certain nombre d'argumentaires sur les domaines de l'écologie. Elle ne dit pas des bêtises. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait sortir, si tu veux, vraiment quelqu'un qui va tout à coup apparaître comme porte-parole d'une cause. Voilà. Donc, mais je trouve que ce qu'elle fait du boulot qui est bien. Ce qui m'amuse, c'est plutôt comment ça se fabrique, quoi. Voilà. Très bien. Bah, s'il y a des questions. J'en ai une. alors c'est Christopher. Bonsoir. Bonsoir, Christopher. Bonsoir, Pierre. Tu m'entends bien? C'est bon. Je te remercie pour, comme toujours, ta présentation très intéressante et très bien photographiée. Tu me diras combien je te dois, Christopher. Et tu réglais dans la pub aussi. Et éclaircissante. J'ai une question pour toi. Donc, bien sûr, la nature de la guerre a changé, bien sûr, technologiquement, à travers les âges. Mais pour revenir au titre de ton livre, qui est Vendre la guerre, comment est-ce que Poutine aujourd'hui, ou un autre chef d'État, qu'il soit démocrate ou dictateur, vend-il la guerre à son peuple et à ses armées différemment je sais pas, l'aurait fait Napoléon ou Darius ou César? Est-ce que le fait de vendre, bien sûr il y a toutes les évolutions médiatiques, Twitter et ça, mais je veux dire d'un point de vue fondamental, peut-être plus philosophique, est-ce que le fait de vendre la guerre à son peuple et à ses armées a changé ou non depuis 2000 ans? Écoute, ta question est une question extrêmement importante. Si tu veux, moi, je mets ça comme un résultat de l'évolution du XXe siècle. C'est-à-dire, on a fait 2 conflits mondiaux. Le premier conflit, rappelle-toi, c'était la ligne de front, l'arrière, c'était les planqués, etc. Bon. Ouais. Donc, le héros après la Première Guerre mondiale, c'est l'ancien combattant. Ouais. Bon. Tu connais le poids politique des anciens combattants, etc. Et puis, on remet ça, on décide, c'est l'Allemagne qui paiera. Bon, tu connais la suite de l'histoire, la crise économique allemande, la montée du dictateur, et finalement, ce dictateur va jouer le match retour. Deuxième guerre mondiale, on décide que c'est, alors que l'évidence de la responsabilité des Allemands n'était pas discutable, on va reconstruire l'Allemagne avec l'aide des Américains. C'est-à-dire qu'on décide de passer sur ça. Donc à partir de ce moment-là, la guerre devient illégitime, si tu veux, parce que, encore une fois, on en avait expérimenté les excès. Or, on va tout de suite basculer dans les guerres de décolonisation. Et là aussi, si tu veux, on se rend compte que la guerre, finalement, devient d'autant plus illégitime que la cause des pays colonisés apparaît évidente. Donc, on part d'un postulat où, effectivement, le nucléaire avait gelé les conflits d'importance. On est sur des conflits périphériques, de la guerre indirecte. Mais
on est théoriquement dans une période de paix. On construit l'ONU, l'ONU est là pour réguler les conflits, etc., etc. Or, on s'aperçoit que c'est pas comme ça que ça a marché. Soit parce que l'ONU est bloquée par les membres permanents du Conseil de sécurité. Nous-mêmes, on s'est opposé à ce que l'ONU s'occupe de la guerre d'Algérie. Mais surtout parce que, si tu veux, ces 5 pays membres du permanent, ils ont une caractéristique. Tu sais, en 1948, quand ils adoptent la Convention internationale des droits de l'homme, tu as les États-Unis qui sont racistes et ségrégationnistes, tu as la France et la Grande-Bretagne qui sont les 2 grandes puissances coloniales de la planète, tu as la Russie de Staline et puis tu as la Chine de Chiang Kai-shek. Donc dans le genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, si tu veux, c'était quand même ce qu'on avait fait de mieux. C'est ce qu'on avait fait de mieux quand même. Donc la politique internationale, tu le sais bien, hein, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et puis moi je suis le bien et vous, vous êtes le mal. Donc la véritable ouverture se fait à 91, puisque à ce moment-là disparaît, et les guerres deviennent des guerres justes. C'est ça qui est paradoxal, c'est que il faut pouvoir vendre qu'envoyer des troupes en Somalie ou on les a envoyées au Timor devient une guerre juste. Et alors on va avoir effectivement, soit dans des grandes démocraties, un choc, ça peut être le 11 septembre pour les Américains. Pour les Russes aujourd'hui, on est dans un processus de même nature, c'est-à-dire que les Russes ont eu le sentiment qu'on a voulu leur faire payer la guerre froide, hein, c'est-à-dire que on leur avait promis, je discutais avec un ami diplomate qui me disait, mais moi j'ai assisté aux entretiens entre Chirac, Kohl et Yeltsin, on leur avait promis qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN. Bon, l'OTAN s'est élargi de 15 États nouveaux, bon, que certains étaient des États de l'ancienne URSS, comme les États baltes. Bon. Qu'ensuite, on ait laissé planer le doute sur le statut de l'Ukraine, etc. Donc finalement, dans ce pays qui avait connu cette profonde humiliation qui était les époques Yeltsin, où il y avait un ivrogne au pouvoir, que le niveau de vie, il y avait 40% de l'économie russe qui était démonétisée. C'est-à-dire que quand tu allais faire tes courses, il fallait que tu amènes des poireaux si tu voulais avoir des carottes. Tu vois, bon. Et donc cette humiliation-là, le jour où Yeltsin dit qu'il va rétablir une forme de la dignité de la Russie, tu comprends qu'elle fasse écho dans la population russe. Mais encore une fois, à partir du moment où il déclenche la guerre, si tu veux, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tu t'excuses en disant, oui, mais regardez, ce type est fou, d'ailleurs il a Parkinson, il est vieux, il est sénile, il a été frappé par son père quand il était petit. Enfin, tu peux inventer n'importe quoi, mais surtout pas te dire qu'est-ce qu'on a raté. Voilà. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Et évidemment, quand tu vas sur des plateaux télé et que tu dis, oui, c'est bien, Yeltsin, il faut absolument qu'il passe devant la Cour pénale internationale, et tu dis, mais oui, mais n'oubliez pas qu'il y a George Bush avant, tu violes, si tu veux, cette espèce de consensus. Donc, tout le processus de décision dans les démocraties, c'est ça qui m'a intéressé, c'est complètement perverti avec cette espèce de bonne conscience. L'idée de guerre juste, par exemple, c'est original quand même, la guerre juste. Bon. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ce processus sociologique que je pense important pour comprendre des postures. Donc, toi, tu es beaucoup plus dans un paradigme de la guerre par rapport aux démocraties qu'aux dictatures. Ah oui, oui, bien sûr. Oh ben, quand tu es dictateur, c'est plus simple quand même, il faut être honnête. Regarde ces images où Poutine engueule ses chefs militaires et son chef du renseignement. J'ai vu. Tu as vu le truc, le type, il devait sortir de la réunion en tremblant quand même, parce qu'il se dit, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Alors, tu imagines pas... tu peux l'imaginer d'ailleurs, y compris dans des démocraties, mais enfin, on sait que le renverse... Par exemple, quand on a démis le chef de la DRM récemment, tu sais, en France, on s'est quand même dit, c'est quand même étonnant. C'est pas la fonction du président de la République que de destituer un chef militaire chargé du renseignement militaire. Il aurait destitué le chef de la DGSE, on aurait compris, mais là, sur la DRM, on n'a pas bien compris. Mais enfin, il reste que le processus est quand même régulé, il est quand même soumis à des critiques, etc. Ce qui n'est pas le cas dans les dictatures. D'accord. Merci Pierre. Je t'en prie. Pas de questions? Oui, Kamala. Merci Pierre pour cette présentation. Attends, parce que je ne sais pas si on va t'entendre. On n'entend pas, oui. Ouais, merci pour cette présentation. On a touché la question de la guerre dans la démocratie de la part des démocrates et des dictateurs, mais hier Biden il a dit oui, si la Chine intervient dans Taïwan, nous on va intervenir militairement, alors que la Chine n'a pas déclaré quelque chose de ce genre.
Et comment aujourd'hui, tu penses que c'est toujours les mêmes règles, mais je pense que les règles ils ont changé un peu, non? Un chef d'État, il fait une hypothèse, il y aura une guerre, et puis on va intervenir, il prépare le terrain, autorisez-nous, les Chinois arrivent, comme les Russes, les méchants arrivent sur les Ukrainiens. Voilà. Ouais. Est-ce que ce n'est pas en train de changer ce mécanisme? Écoute, il y a deux questions. Enfin, moi, je vois deux aspects dans ta question. La première, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire quand on va sur un plateau télé, on vous dit, bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si vous êtes capable de faire un grand développement géopolitique en disant, vous allez voir, c'est la Chine qui va envahir Taïwan, vous apparaissez comme un expert sérieux. Bon. J'en discutais hier avec un ami diplomate qui a été 5 ans ambassadeur en Chine, qui parle le chinois, qui est marié avec une chinoise. Et je lui disais, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, écoute, Xi Jinping est dans de telles difficultés actuellement que vraiment l'idée de se lancer dans une opération sur Taïwan, il y a deux choses. D'abord, l'idée que les Chinois aient leur propre réflexion sur le sujet, c'est une chose à laquelle on ne peut pas accepter. Il faut bien évidemment que les Chinois se positionnent par rapport à notre crise. Bon, si les Chinois disent, bah, écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est de préserver nos intérêts, de continuer le développement économique, de régler un certain nombre de questions, et puis ne venez pas nous embêter sur le Tibet et sur le Xinjiang. Donc l'idée que les Chinois puissent avoir leur propre réflexion est par nature quelque chose qui est exclu de notre champ de réflexion, puisque la Terre est plate et qu'on en est le centre. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'effectivement, donc en discutant avec cet ancien ambassadeur, il me disait, mais on va aller chercher à l'autre bout de la planète le moyen de prévoir la suite. On n'arrive pas déjà à savoir qu'est-ce qui va se passer en Ukraine. On est en train de faire du dubitatif sur Poutine. On se dit, non mais ça va continuer là-bas. Et puis attendez, il va y avoir la Tchétchénie, etc., etc. Regardez comment ils ont fait pour la Tchétchénie. Donc on est sur des choses, si vous voulez, on raisonne par récurrence. Mais l'idée qu'on puisse dire qu'on n'en sait rien, c'est pas une règle médiatique. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, le fait que Biden ait dit ça veut dire qu'aux États-Unis, il se passe le même processus. Il y a certainement des gens qui ont expliqué que les Chinois étaient probablement l'arme au pied en train de monter dans les bateaux pour aller envahir Taïwan. Ça veut dire que le même mécanisme fonctionne dans toutes les grandes démocraties, quoi. Au-delà, on crée l'ennemi. Pardon? On crée carrément l'ennemi. On crée carrément l'ennemi. Oui, oui. On peut justifier ça. Oui, bien sûr. Ben là, j'ai enlevé une slide, si tu veux, qui était ce processus du péril jaune. Le péril jaune est un vieil thème stratégique récurrent qui commence au deuxième moitié du XIXe siècle, parce que l'Allemagne ayant du retard à l'allumage dans la constitution de l'unité nationale, donc ils sont en retard par rapport à la colonisation, où les Anglais et les Français ont pris beaucoup d'avance. Le seul espace qui paraît encore vierge à la colonisation, c'est la Chine. Donc l'empereur Guillaume II énonce cette idée qu'après tout, il y a un péril jaune, puisque la Chine est déjà peuplée de 400 millions d'habitants, et donc elle ne va incontestablement déborder. Bon, le raisonnement démographique est un raisonnement important de la prospective géopolitique. Bon, vous voyez qu'ils sont à 1,2 milliard, ils n'ont toujours pas débordé, mais ça ne fait rien. Si on dit qu'ils sont trop peuplés, donc ça va déborder, c'est une chose importante. Alors, donc il énonce qu'il faut absolument canaliser la Chine. Et canaliser la Chine, ça veut dire prendre des concessions, vous le savez, sur le littoral, parce que personne ne peut digérer un truc aussi énorme que la Chine. Mais par contre, ces concessions qui vont être sur Shanghai, sur Nankin, etc., sont des morceaux de découpage du territoire chinois dans lequel les Chinois n'ont plus leur mot à dire. Il y avait dans la concession française un panneau qui est resté célèbre dans lequel on disait « interdit aux chiens et aux Chinois ». Ça fait partie de ces choses qui laissent des traces. Bon. Et donc que les Chinois étaient considérés que cette phase d'humiliation devait se résoudre. Elle va se résoudre évidemment, vous le savez, il va y avoir l'invasion japonaise, ensuite il va y avoir la guerre civile contre Chiang Kai-shek, puis finalement la constitution du régime communiste. Mais ce qui est intéressant dans le régime communiste et qui éclaire un peu différemment la crise des Ouïghours. La Chine du Sud-Est, c'est à peu près 80 à 90% de la population chinoise qui est concentrée. C'est-à-dire que dès 1949, le régime communiste, avec la délicatesse qui le caractérise, commence une politique de migration à l'intérieur de la Chine. Cette politique de migration, c'est aller peupler les zones plutôt vides qui sont le nord et le nord-est et le nord-ouest de la Chine. Bon. Et donc ça va avoir des Han, des Chinois qui vont être déportés à la fois dans la zone de la Chine, mais aussi dans le Xinjiang, mais aussi en Mongolie, etc. Bon.
Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voulez, la politique de repeuplement n'est pas une politique qui était exclusivement anti-ouïghour. Elle était à la fois, dans cette entité qui était la Chine, la volonté de déplacer une partie de la population. Et ça, si on oublie cet aspect-là, on se dit ils font de l'épuration ethnique au Xinjiang. Ce qui est d'ailleurs probablement vrai, parce qu'une fois que les Han arrivent, ils ont évidemment les meilleurs postes. Donc on est dans un processus de recolonisation, mais ça n'est pas un processus détachable, si vous voulez, du reste de cette politique volontariste qu'a fait le régime communiste chinois. Donc on est sur quelque chose où la fabrication de l'ennemi, ça marche très bien avec la Chine, parce qu'il va y avoir la révolution culturelle. La révolution culturelle, c'est la destruction des signes traditionnels de la Chine. Comme là on a les talibans qui détruisent les statues de Bamiyan, on va avoir des jeunes gardes rouges qui vont aller détruire le palais d'été, des choses comme ça. Enfin, pas le palais d'été, la cité interdite. Donc, on a, si vous voulez, un certain nombre d'indicateurs comme ça qui vous expliquent que la Chine, c'est un pays avec lequel on ne peut pas véritablement avoir une relation normale. Ça va se normaliser avec Nixon qui va commencer à aller en Chine, etc. Mais enfin, imaginez que quand De Gaulle a dû dire à ses collaborateurs, tiens, on va reconnaître la Chine populaire. Il a dû avoir autour de lui des types qui disaient, enfin, mon général, vous n'y pensez pas, la Chine communiste, qu'est-ce que vont dire les Américains? Or, il l'a fait. Donc, voyez bien qu'on était dans quelque chose dont il fallait démonter l'arrière-fond idéologique. J'imagine que quand il a dit on va sortir du commandement intégré de l'OTAN, les autres, pareil, ils ont dû se dire, mais enfin, vous pensez qu'est-ce que dire Washington, etc. C'est-à-dire que la dimension d'un homme d'État, c'est un homme qui peut se permettre de temps en temps de dire, non, la règle sur laquelle on fonctionne, si on veut garder notre indépendance, il faut la violer, il faut prendre le contre-pied. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, où on n'a pas eu, si vous voulez, depuis Chirac, avec les deux présidents qui l'ont succédé, des gens qui étaient capables de penser la politique internationale. C'est triste pour la France, mais c'est comme ça. Voilà, donc évidemment, on est sous l'influence de ce jeu médiatique que j'ai essayé de vous décrire, dans lequel tous ces acteurs viennent expliquer tout ce qu'il faut penser de toutes les crises de la planète. Oui, ah. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. J'ai des souvenirs très précis de la guerre du Golfe de 91, en janvier, parce que je connaissais très bien l'Irak, où j'avais été expert de la FAO. Et je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup de sondages à l'automne, et même début janvier, où les Français montraient qu'ils étaient contre la guerre. 2-3 jours après le début de la guerre, le 17 janvier, il y a eu de nouveaux sondages et là, il y avait finalement une majorité très forte qui soutenait la guerre, l'entrée de la France en guerre aux côtés des Américains. Par quel mécanisme, effectivement, on vend une guerre démarrée et comment les gens sont aussi passifs pour accepter la guerre, quoi. Ça a été le phénomène de l'Union sacrée en 14 et ce ralliement à la guerre en janvier 91. Ouais. Oui, c'est une question d'autant plus, comment dire, intéressante que d'abord, ça vous pose une question sur le mécanisme des sondages. Rappelez-vous quand même que les élections présidentielles, on a eu quelques surprises, si vous voulez, et des surprises de dernière minute. Ça veut dire que les sondeurs ont aussi un échantillon type à travers lequel ils vont raisonner, et puis ils peuvent complètement se tromper. Donc, c'est vrai que quand on est en période de paix et qu'on voit arriver la guerre, les gens sont plutôt pacifistes. Une fois que la guerre a commencé, vous avez raison, c'est l'union nationale. À ce moment-là, on a l'impression que si on prend ses distances, c'est qu'on va apparaître comme un traître. Mais cet exemple que vous citez est d'autant plus intéressant que, rappelez-vous, quand il y avait la guerre Iran-Irak, Saddam était considéré comme le moderniste. Il était soutenu par les Occidentaux. Vous savez, Saddam Hussein, quand il y a eu la révolution iranienne, Saddam Hussein a fait le tour des capitales occidentales pour dire « je vais leur faire la guerre ». Il a dit « oui, c'est une bonne idée, on va vous soutenir, etc. » C'est-à-dire qu'on a pris, nous, démocratie, la décision de soutenir quelque chose qui était une guerre d'agression, hein, et on va soutenir l'agresseur et condamner l'agressé. C'est quand même une nouveauté dans le droit international. Bon. Et donc, c'est quand effectivement il va nous faire un enfant dans le dos en envahissant le Koweït que tout à coup il va devenir un méchant. Donc, comment voulez-vous, dans une opinion où on a construit une mythologie de cette nature, pour ensuite dire mais attendez, on s'est trompé, c'est pas l'individu qu'on vous a décrit. Bon. Donc la position de Chirac était effectivement intéressante puisqu'il disait non mais de toute façon on n'a pas de légitimité à intervenir dans un pays du Moyen-Orient pour encore une fois intervenir d'un côté ou l'autre. En plus défendre l'Arabie Saoudite, avouez quand même que
ils ne nous ont pas été reconnaissants quand même. Hein. Il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans les attentats du 11 septembre. On ne peut pas dire qu'ils aient arrêté la mécanique de fabrication du terrorisme et du salafisme. Donc vous voyez comment finalement on vous dit la justice c'est celui-là, le méchant c'est celui-là, etc. Moi ce qui me frappe beaucoup depuis 91 c'est qu'il est sorti l'idée de la guerre juste. C'est-à-dire que si on fait cette guerre c'est parce qu'on y est contraint mais c'est une guerre juste. Donc vous voyez pourquoi ce mécanisme a pris de plus en plus d'importance pour arriver à définir un concept comme celui-là. Tu as une question de M. Bernard Jouffre. Comment les livraisons d'armes à l'Ukraine vont-elles être considérées par Poutine? Merci. Plus large, le thème. Je crois que d'abord, les livraisons d'armes, enfin, c'est une prise de position unie des Occidentaux et en particulier le plus surprenant des Européens. Bon, pour les Américains, la chose est un peu différente puisqu'effectivement, ils savent que si la guerre se déroule, elle se déroulera sur notre territoire. Donc c'est plus facile pour eux d'être dans une position intransigeante. Mais ces livraisons d'armes sont essentiellement conçues dans une perspective de guerre, si vous voulez, où la supériorité technologique est du côté de l'agresseur. Et donc ce qu'on va livrer, c'est essentiellement les moyens de casser cette supériorité technologique et de matériel lourd, si vous voulez, chez l'autre. Donc ce sont essentiellement ce qu'on appelle des manpads, c'est-à-dire des matériels qui sont utilisables au niveau de l'individu. Ça peut être des missiles anti-chars, ça peut être des missiles Milan, ça peut être des javelines, ça peut être ce genre de choses. Des systèmes qui sont beaucoup plus faciles à former, si vous voulez, que si on y installait des avions, et surtout de types d'avions qu'ils ne connaissent pas, etc. Donc la logique de ces livraisons, c'est évidemment que cette forme de résistance ukrainienne, dans laquelle la mobilisation de la population est très forte, et les moyens militaires de contrer les Russes, là où ils vont jouer leur supériorité militaire. Bon, cela dit, comment ça s'achemine? C'est évident que ça s'achemine par la route, avec toutes les difficultés que ça peut représenter, parce que l'Ukraine est un pays qui a à peu près la dimension de la France. Donc vous voyez que si vous livrez à Lille et que vous devez délivrer à Marseille, il n'y a pas d'autoroute, il y a des routes, mais enfin elles sont parfois aussi bombardées par les Russes. Et donc, c'est une aide qui, de toute façon, avant d'entrer dans sa phase opérationnelle, risque d'être un peu longue. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure, on monte en grade. C'est-à-dire qu'effectivement, les Français ont livré des canons César, qui sont des canons de visée avec un guidage GPS. Ils ont fourni des missiles Milan. Les Anglais ont fourni des Javelin, etc. Et donc, ce que j'ai vu de nouveau, c'est les missiles anti-navires, là, dont j'ai oublié le nom. Parce qu'évidemment, une partie de la guerre va se déplacer sur la mer aussi. On l'a vu avec le Mokba, mais c'est vrai que si les Russes prétendent tenir la totalité de la mer d'Azov, si en même temps vous avez des actes qui empêchent les bateaux de passer, en fait, ça va encore une fois déplacer la guerre, et c'est pas sûr que les Russes puissent en tirer un avantage significatif. Je voudrais un peu revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le renseignement militaire, plus précisément le départ du directeur. Je pense que en France, on a un problème, je dirais, au niveau de l'appréciation des risques. On a des services de renseignement qui, globalement, je pense, pour les avoir observés quand j'étais au comité interministériel du renseignement, qui sont, je pense, de grande qualité. Mais ces services, ils font ce qu'on leur dit de faire, c'est-à-dire d'apporter de l'information, d'apporter du renseignement. Renseignement dans le sens information. Et on s'aperçoit que quand on évoque le risque, l'appréciation du risque, va-t-il y avoir la guerre? Ou va-t-il y avoir tel phénomène?